Rachel, est-ce que tu as démarré l'enregistrement? Ça On démarrait. va, excellent. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Lise Gauvin. Je suis responsable du Carrefour de l'innovation et d'évaluation en santé ici au Centre de recherche du CHUM. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Dr. Stéphanie Forté, qui souhaite devenir chercheur régulier au CHUM, au Centre de recherche du CHUM. Et elle nous fait une présentation de sa programmation de recherche qui s'intitule Les complications neurovasculaires de la maladie falciforme chez l'adulte. Et elle aura une présentation de 35 à 40 minutes, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. Et ensuite, on ouvrira pour la discussion et les échanges. Donc, entre-temps, pendant la présentation de Stéphanie, si vous pouviez fermer vos micros pour pas qu'on ait de bruit en arrière-plan, il y aura amplement de temps pour faire des échanges et des discussions. Alors, sans plus tarder, Stéphanie, je vous cède la parole. Bon, ben, merci beaucoup, Dr. Gauvin, et merci à tous d'être là aujourd'hui. Alors, ça me fait très plaisir de vous présenter le programme de recherche donc sur les complications neurovasculaires de la maladie falciforme chez l'adulte. Alors, voici pour mes divulgations de potentiels conflits d'intérêts. Donc, j'ai agi comme médecin consultant sur des comités aviseurs de Novo Nordisk et Vertex. Alors, pour les objectifs aujourd'hui, je vais vous présenter la maladie falciforme et en quoi c'est un enjeu de santé publique. On va survoler un petit peu l'épidémiologie et le spectre des complications neurovasculaires en maladie falciforme. Et ensuite, je vais vous faire une proposition là, pour le programme de recherche. Et la dernière partie de la présentation, en fait, ça va être l'occasion de vous montrer le travail que mon équipe et moi avons accompli pour finalement préparer le programme de recherche clinique, tout ça dans une vision de co-construction, donc de la recherche clinique et des cliniques surspécialisées en maladies falciformes. Alors, petit survol de la maladie falciforme, une maladie monogénique récessive, très importante au niveau de l'épidémiologie mondiale, avec quelques données pour la prévalence canadienne et l'impact sur la mortalité et notre système de santé. Donc, on va commencer par une petite introduction. Donc, la maladie falciforme, c'est la première maladie moléculaire, donc une maladie importante pour l'histoire de la médecine. C'est en 1910, au fait que Herrick, un interniste, a décrit une constellation d'anémie, de crise de douleur et finalement de globules rouges aux formes allongées ou en faucille au frottis. Et par la suite, c'est l'équipe de Pauling qui a fait l'association avec la présence d'une hémoglobine anormale à l'électrophorèse d'hémoglobine, ce qui a valu le terme de maladie moléculaire et un prix Nobel en chimie en passant. Alors, par la suite, la mutation a été identifiée donc, dans le gène de la bêta-globine, donc chromosome 11, et il existe plusieurs mutations. La principale, c'est la mutation S, et c'est une maladie monogénique récessive. Il y a différentes constellations qui finalement produisent le phénotype de crise de douleur et autres complications. Mais fait important, c'est les formes SS et S-bêta-0 qui sont surtout étudiées. Les formes SC ou S-bêta+, sont souvent exclues des études. Par contre, c'est ça, donc les travaux qu'on a fait ici au CHUM et durant mon fellowship, on montre que ces autres phénotypes peuvent aussi avoir des complications et beaucoup de morbidité au niveau neurologique. Alors, un peu de pathophysiologie. Donc, ces hémoglobines anormales ont une affinité réduite pour l'oxygène et il y a une polymérisation de l'hémoglobine S qui survient dans des conditions d'hypoxie, d'acidose, d'hyperthermie. Et ça forme des fibrilles qui sont très rigides, qui déforment le globule rouge. Et donc, les globules rouges, finalement, peuvent perdre en souplesse et finalement, ça cause de l'ischémie et de l'obstruction au niveau du flot sanguin. Mais par la suite, la recherche nous a montré que c'est quand même plus complexe que ça. Donc, il y a aussi des phénomènes d'adhésion, des globules blancs, des plaquettes qui vont s'ajouter à tout ça et nuire à la perfusion sanguine. Mais il y a aussi un phénomène d'hémolyse chronique intravasculaire et toutes les adaptations physiologiques finalement que ça entraîne qui peuvent être finalement pathologiques aussi à leur façon. Donc, l'hémolyse, ça libère toutes sortes de substances pro-inflammatoires, pro-coagulantes. Il y a aussi une séquestration de l'oxyde nitrique, donc une perte de la capacité là, de dilatation des vaisseaux. Et on pense que cette
composante d'hémolyse, finalement, est très importante dans la pathophysiologie des AVC et complications neurovasculaires. Alors, bon, en plus des crises de douleur, qui sont le symptôme le plus connu de la maladie falciforme, il y a tout un spectre de complications chroniques plus silencieuses qu'on découvre chez nos patients qui vieillissent, finalement parce qu'ils ont accès à des meilleurs soins. Donc, des patients qui vont développer des rétinopathies, donc de la cécité, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance hépatique. Donc, c'est des patients qui ont besoin de soins hautement spécialisés. Puis c'est ça la vision aussi de ce qu'on veut bâtir au CHUM, c'est finalement de s'entourer des experts qui ont un intérêt à étudier ces pathologies pour qu'on puisse avancer du côté des connaissances et offrir des meilleures prises en charge. Donc, en termes d'épidémiologie mondiale, c'est une maladie très importante. Au fait, la maladie falciforme, c'est la maladie génétique la plus importante au niveau planétaire. Fait intéressant, on la retrouve surtout dans les régions, en fait, à très forte prévalence dans les régions où il y a la malaria. C'est que le trait falciforme, finalement, confère une résistance aux formes sévères de malaria. Et donc, ce qui explique, par exemple, qu'en Afrique subsaharienne, il y a une forte natalité avec maladie falciforme. Mais on s'entend que c'est aussi des régions où les soins de santé sont souvent limités. Puis, on a encore une mortalité de près de 50% avant l'âge de 5 ans dans certains pays d'Afrique subsaharienne, ce qui est très différent dans les centres, les pays où les patients ont accès finalement à un suivi et des soins spécialisés. Alors, si on se tourne maintenant vers le Canada et le Québec, c'est aussi la maladie génétique la plus fréquente au Canada. Donc, on n'a pas de registre, mais l'Association d'anémie falciforme du Canada a fait un estimé autour de 6 000 patients au niveau du Canada. Au Québec, EMA Québec a avancé le chiffre de 1 500 patients en contactant les différents centres. Puis, c'est une population qui est grandissante pour plusieurs raisons. Donc, il y a une amélioration de la survie. Nos jeunes enfants là, qui grandissent à Sainte-Justine avec des bons soins, on approche de 99% de survie. Donc, ce sont des très bonnes nouvelles. Il y a aussi la migration et le dépistage néonatal qui finalement été un événement marquant là, au Québec. Permis d'identifier aussi en fait, tous les cas et même ceux qui seraient peut-être un peu moins symptomatiques, finalement, vont être pris en charge plus tôt. Donc, les cohortes actuelles au CHUM et à Sainte-Justine, c'est à peu près 1000 patients et on s'attend à 1600 patients d'ici 2030. Alors, comme je disais, c'était une maladie qui avait une très forte mortalité infantile. Il y a eu des changements structurants importants qui ont permis de changer ça au cours des 50 dernières années. Donc, ici, on voit les données des États-Unis sur l'espérance de vie. Donc, le dépistage, ensuite la référence en santé expert, les enfants qui ont accès à des antibiotiques jusqu'à l'âge de 5 ans, vaccination systématique, puis ensuite des traitements dont l'hydroxyurée et les transfusions en prévention d'AVC chez les enfants à risque. Tout ça a eu un impact sur la mortalité. Mais ce que ça implique quand même, c'est pour les patients un engagement important, donc des visites aux 3 à 6 mois en santé expert et des soins hautement spécialisés pour pouvoir accomplir tout ça. Puis si on regarde différents pays, donc oui, il y a eu des améliorations de l'espérance de vie, mais même dans des pays où on a quand même accès à des soins qui sont dits universels, comme la France et le Royaume-Uni, on voit quand même qu'il y a un écart encore avec la population générale. Puis ce que ça implique pour les soins de santé, mais au fond, ici, je vous donne l'exemple des transfusions, parce qu'il n'y a pas beaucoup de traitements qui sont disponibles. Là. Une fois que les patients développent des organopathies, donc la transfusion, c'est un des services qui est offert. Et on voit ici que 30% des culots qui sont transfusés au CHUM le sont pour les patients avec maladie falciforme. Et donc, c'est un fardeau transfusionnel énorme. Et on voit que parmi les principales indications, donc c'est les complications neurovasculaires, d'où l'importance là de s'attarder sur ces complications, les prévenir et les traiter, et mieux les traiter aussi. Donc, ce qui nous amène à la deuxième partie de la présentation, on va surtout parler des AVC symptomatiques.
des infarctus silencieux, des troubles cognitifs et leur impact finalement donc, sur la vie de nos patients. Donc, la maladie falciforme peut affecter toutes les structures du système nerveux central. Donc, ça a été décrit surtout chez les enfants, mais on va couvrir donc, les principales que j'ai mentionnées tantôt. Donc, ce qui est les AVC, il y a beaucoup de données épidémiologiques chez l'enfant qui ont été récoltées. On voit à gauche, au fait, les prévalences d'AVC chez les enfants, vraiment l'histoire naturelle. Donc, prévalence très élevée. En fait, comparativement à des enfants qui n'ont pas la maladie falciforme, le risque est 200 fois plus élevé. C'était la principale cause de mortalité par AVC chez les enfants aux États-Unis, jusqu'à ce qu'il y ait eu une meilleure prise en charge. Et jusqu'à 10% des enfants avec le génotype SSS-bêta-0 avaient un AVC tôt ou tard. Donc, ce qui a vraiment changé la donne, c'est l'accès au Doppler transcrânien. Donc, ce qui est fait ici, c'est une radiologiste donc, qui évalue les vitesses de perfusion cérébrale dans les grands vaisseaux. Puis, on sait que quand elles sont très élevées ou au contraire très abaissées, ça indique une vasculopathie et un risque d'AVC. Et il y a des programmes de transfusion qui ont été mis en place justement pour ces enfants avec des valeurs pathologiques. Et on voit ici l'impact que ça a eu sur l'incidence d'AVC. Donc, il y a eu 2 études randomisées là, de grande qualité qui ont vraiment démontré cela. Et c'est maintenant un standard de traitement de transfuser ces enfants à risque. Puis dans des pays où il n'y a pas accès à un programme transfusionnel, il y a aussi l'hydroxyurée qui est évalué, qui a un effet qui pourrait être prometteur. Alors malheureusement, chez l'adulte, on n'a pas de données, très peu de données, sur l'incidence des AVC, puis aussi les meilleures façons de les traiter ou de les prévenir. Puis, comme je vais démontrer sur cette prochaine diapo, les causes des AVC changent avec l'âge. Donc, ce qui nécessite finalement une meilleure compréhension de cette complication. Donc, chez l'enfant, on parlait de la vasculopathie cérébrale, donc ce qui est causé par des flux sanguins augmentés pour compenser pour l'anémie. Et en vieillissant, finalement, le type d'AVC change. Alors, dans la vingtaine et jeunes trentaines, ce sont plus des AVC hémorragiques qui se manifestent. Puis, par la suite, on retrouve à nouveau les AVC dits ischémiques. Voilà. Donc, les hypothèses, au fait, c'est que dans la vingtaine, jeune trentaine, c'est le syndrome de Moyamoya et les anévrismes qui causeraient les hémorragies. Donc, le Moyamoya, c'est une conséquence finalement de la vasculopathie qui s'est développée chez l'enfant et qui résulte à cause des sténoses. Il y a des petits vaisseaux, des néovaisseaux qui se forment, qui peuvent saigner facilement. Mais une nouveauté aussi, c'est la forte prévalence d'anévrisme. En fait, on a révisé notre cohorte au CHUM qui avait eu des enjeux IRM et jusqu'à 10% avaient des anévrismes. Donc, je pense que c'est une des causes majeures d'hémorragie cérébrale chez nos adultes. Quand on regarde chez nos patients vieillissants, finalement, ils développent les facteurs de risque traditionnels d'AVC. Et donc, on peut observer des AVC emboliques comme chez d'autres patients. Et ça aussi, ça a été très peu étudié jusqu'à maintenant. Alors, l'autre chose, il y a une période de grande fragilité, au fait, chez nos patients, c'est la période dite de transition. Donc, c'est nos jeunes adultes. On se rend compte que 28% des AVC répertoriés au CHUM dans les 10 dernières années sont survenus chez nos jeunes dans la vingtaine. Et c'est une période finalement où ils quittent Sainte-Justine. Plusieurs peuvent débarquer de soins ou pour toutes sortes de raisons ne pas intégrer les soins adultes. Et donc, c'est à travers la présentation, vous verrez aussi qu'il y a un souci particulier pour ces jeunes pour vraiment s'assurer de bien les intégrer aux soins. Alors, dans les autres complications neurologiques très fréquentes de la maladie falciforme, en fait, beaucoup plus fréquentes que les AVC, et les infarctus dits silencieux. Puis, on voit qu'ici, la cohorte du CHUM se retrouve vraiment dans la continuité là, des prévalences qui ont été rapportées dans la littérature. Donc, pour un âge médian de 35 ans,
60% de nos patients ont des infarctus dits silencieux à l'imagerie de dépistage. Et ce qui était assez nouveau, c'est qu'on a montré que ceci était aussi le cas chez les patients SC, S-bêta+, qui généralement à qui on ne propose pas ce dépistage parce qu'on considère qu'ils ont un phénotype beaucoup moins sévère. Alors, une autre complication d'intérêt, c'est les troubles cognitifs. Peu étudiés chez l'adulte. Alors, on a différentes prévalences qui ont été rapportées, 33 à 82%, donc très inquiétant, mais c'est des patients c'était des petites études et ils sont quand même assez anciennes maintenant. Une des difficultés aussi pour décrire ces troubles cognitifs, c'est qu'il y a une composante qui est probablement développementale et une autre neurodégénérative qui vient se greffer là-dessus. Et les domaines qui sont particulièrement touchés, donc les fonctions exécutives, visio-spatiales, l'attention, vitesse de traitement. Donc, c'est un profil très typique là, des troubles cognitifs vasculaires. Avec l'équipe d'Henri Mondor, on a montré que l'atteinte est plus globale chez les patients qui ont eu des AVC à l'enfance, contrairement à ceux qui ont eu des AVC plus tard dans leur vie. Et avec l'équipe de Toronto du Ramon Fellowship, on a montré que ces troubles cognitifs ont un impact sur l'insertion professionnelle. Et puis, vous pouvez imaginer aussi tout l'impact là, sur le fonctionnement familial, l'adhérence au traitement, l'adhérence aux soins et tout ce qui vient avec. Alors ici, les données de la cohorte. Alors ici, des données de la cohorte du CHUM et de Toronto, où j'ai fait une partie de mon fellowship. Donc, on avait utilisé un outil de dépistage qui est le RUDAS. C'est un outil de dépistage qui prend 6 minutes, qui peut être déployé par des infirmières ou différents professionnels et qui a été développé dans des populations multiculturelles. Donc, on trouvait qu'il y avait un intérêt pour notre cohorte. Et on voit que sur les 252 patients, il y avait quand même 11% chez qui on avait dépisté des troubles cognitifs. Et vous voyez quand même que c'était une cohorte jeune, donc dans les 18 à 39 ans, c'était déjà presque 9%. Donc, définitivement quelque chose d'inquiétant. Et c'était associé, finalement, des patients qui avaient des scores plus bas aussi n'étaient pas à l'emploi ou dans un programme d'études, donc un impact aussi au niveau du fonctionnement. Et dans une méta-analyse qu'on est en train de compléter, on voit que la prévalence de troubles cognitifs rapportés par différents outils là, de dépistage se situe probablement autour de 40%. Alors, si on met tout ça ensemble, c'est sûr que l'AVC symptomatique, c'est la manifestation la plus bruyante, la plus étudiée, mais dans les autres complications qui ont un impact aussi sur le fonctionnement cognitif, il y a les infarctus silencieux et les anomalies de la substance blanche qui sont lentement progressifs, qu'on dépiste à l'imagerie. On les dit silencieux, mais au fond, c'est souvent parce que les patients n'ont pas accès à des évaluations vraiment globales. Certainement, si on les évaluait mieux, on se rendrait compte que ce n'est pas si silencieux que ça. Donc, en résumé, pour ce qui est des complications neurovasculaires, les données viennent surtout des populations pédiatriques. On a exclu, en fait, les études excluaient souvent les patients SC. Et tout ça résulte en partie parce qu'il y avait peu de financement, mais aussi parce que finalement, souvent, on disait aux patients à peu près, vous êtes très chanceux d'avoir survécu jusqu'à votre majorité, puis bonne chance pour la suite. Donc, c'est certainement un nouveau domaine de recherche, le patient qui vieillit avec la maladie falciforme. L'impact sur les soins de santé est majeur, tant au niveau du support transfusionnel, des évaluations des visites, mais aussi des nouvelles thérapies. Et certainement, il y a un impact sur la qualité de vie et l'insertion professionnelle de nos patients. Donc, d'où l'importance de se pencher sur ce sujet de recherche. Donc, voici ma proposition du programme de recherche sur les complications neurovasculaires chez l'adulte. Donc, la première priorité, le premier objectif, ça va être de décrire l'histoire naturelle de la morbimortalité neurovasculaire chez l'adulte avec maladie falciforme.
Donc, ça va être de générer des données sur la prévalence et l'incidence d'AVC symptomatiques, d'infarctus silencieux, d'anomalies de la substance blanche et de troubles cognitifs. Le deuxième objectif, ça va être de mesurer l'effet des facteurs de risque sur la morbimortalité neurovasculaire. Et là, les différents déterminants qui vont être évalués, ça va être des déterminants démographiques, sociaux, cliniques, radiologiques et biologiques. Et ensuite, on va développer un score de risque de morbimortalité neurovasculaire. Et ce score sera ensuite raffiné, validé, retesté dans des cohortes indépendantes, dont les cohortes à Toronto et en France à Henri-Mondor. Alors, pour ce qui est de la méthodologie, il s'agit au fait d'études de cohortes rétrospectives et prospectives. Donc, ce sont des adultes qui vont être inclus, donc à partir de 18 ans, et tous les génotypes sont inclus. Pour les cohortes prospectives au CHUM, ce sont les 627 patients qui ont été suivis entre 2011 et 2022 qui vont être inclus. À Toronto, la base de données est déjà montée avec 162 patients et on a accès aussi à une base de données d'Henri-Mondor à Créteil où j'ai fait la deuxième partie de mon fellowship avec environ 350 patients. Ensuite, il y a aussi la construction d'une cohorte prospective longitudinale du CHUM et s'associe à cette cohorte une biobanque de plasma, globules rouges, ADN et cellules mononucléées du sang périphérique. Plusieurs biomarqueurs aussi d'imagerie, dont l'IRM et le Doppler, et des évaluations neurologiques et cognitives. Alors, en termes d'histoire naturelle, donc de la morbimortalité neurovasculaire, les critères d'évaluation sont la mortalité, à l'imagerie, les AVC symptomatiques, mais aussi les lésions silencieuses, donc infarctus silencieux et anomalie de la substance blanche. Et en termes d'évaluation clinique, donc le déficit neurologique focal est gradé selon l'échelle NIH et le degré d'invalidité selon le score ranking modifié. Puis en termes de troubles cognitifs, c'est selon les évaluations qui font déjà partie du standard de traitement ici. Donc, les critères VASCOG pour les troubles cognitifs, puis pour le dépistage, le RUDAS et le MOCA. Alors, on va sûrement voir plusieurs profils se dessiner. Donc, on a certains patients qui finalement arrivent avec des événements qui sont arrivés dans l'enfance et finalement aucune évolution à travers le temps, alors que d'autres patients peuvent avoir un événement catastrophique, un AVC symptomatique qui les laisse finalement avec un grave handicap. Et d'autres patients qui ont une atteinte lentement progressive malgré nos interventions. Donc, ça aussi, ça va être important de distinguer ces différents profils. Alors, pour ce qui est des facteurs de risque qu'on va étudier, il y en a plusieurs qui ont été pré-spécifiés. Et vous voyez qu'ils incluent des facteurs sociaux, génétiques, d'imagerie, biologie et clinique. Donc, pour les facteurs sociaux, évidemment, l'âge, le sexe, le niveau d'éducation. Pour le génotype, donc, est-ce que c'est les SS, S-bêta-0, SC, S-bêta+, puis les interactions aussi avec l'alpha-thalassémie et le G6PD qui sont très fréquents dans nos populations. On va évaluer différents marqueurs inflammatoires qui sont déjà mesurés de routine, donc la thrombocytose, la leucocytose, d'autres marqueurs qui sont plus pour l'hémolyse et des facteurs de risque vasculaires qui sont bien connus, donc l'obésité, le tabac, l'hypertension, diabète, dyslipidémie. En termes de traitement, on va voir donc si le patient est sous hydroxyurie, transfusion antiplaquettaire. Et on va aussi récolter des données sur les marqueurs de complications macro-angiopathiques. Donc, est-ce que le patient est déjà connu pour une sténose artérielle, un syndrome de Moyamoya, un anévrisme? On va aussi évaluer les marqueurs micro-angiopathiques, dont la rétinopathie et la néphropathie. Et pour ce qui est de la perfusion cérébrale, donc des mesures indirectes sont les vélocités artérielles au Doppler transcrânien et l'indice de pulsatilité. Alors, c'est sûr que ça fait plusieurs prédicteurs potentiels qu'on va évaluer. Certains sont dynamiques dans le temps, d'autres sont fixes. Donc, ça va être d'intégrer tout ça
et de faire une analyse univariée exploratrice des différentes variables pour voir leur effet donc, sur les complications neurovasculaires. Et ensuite, on fera des modèles de régression multivariés. Ensuite, tout ça va servir à développer un score prédictif de complications neurovasculaires. Alors, le score pourra être ensuite validé dans des cohortes indépendantes et raffinées. Et on imagine un système apprenant où finalement une cohorte croissante qui est intégrée dans le score permet de raffiner le score. Donc, dans les variables, il y aura bien sûr les variables cliniques, les stratégies thérapeutiques, pour intégrer éventuellement les biomarqueurs innovateurs. Alors, le but d'un tel score à long terme, c'est d'offrir une médecine personnalisée. Donc, les patients qui sont à haut risque, ils sont à 2 ans ou à 5 ans d'avoir une complication neurovasculaire, on va intensifier le suivi et la prise en charge. Et bien sûr, c'est des patients qu'on va prioriser pour les études interventionnelles et les thérapies à potentiel curatif. Alors, pour pouvoir lancer ce programme de recherche, il y avait une préparation qui était à faire, donc un travail préparatoire que je vais vous présenter pour donc finalement les 10-15 minutes qui restent. Alors, tout d'abord, donc, le programme de recherche en maladies falciformes s'intègre là dans une vision plus globale de Centre intégré des maladies héréditaires du globule rouge. Donc, c'est un projet que nous avons porté avec Denis Soulière auprès de la direction du CHUM. L'idée, c'est finalement d'offrir un centre qui se spécialise dans les différentes maladies héréditaires des globules rouges, dont la maladie falciforme, et qui intègre la recherche clinique et translationnelle et qui se dessine finalement en différents axes. Donc là, je vous présente le volet neurologique, qui est finalement notre premier axe, mais il va y avoir des développements aussi du côté cardiologie avec un collègue, Jules Mercier-Ross, qui a été recruté, et du côté de la médecine transfusionnelle avec Nicolas Mercure-Corriveau. Et évidemment, avec la cohorte qui se bâtit, le registre, la biobanque, c'est des choses qui vont être partagées entre les différents pôles et qui vont finalement se nourrir mutuellement. Donc, ce projet a eu l'approbation de la direction en décembre 2022 et on devrait finalement avoir accès à des ressources additionnelles pour structurer le programme, surtout du côté clinique. Alors, pour ce qui est du côté de la préparation du programme aussi, un des enjeux majeurs, c'était de s'assurer que les patients arrivent à destination, donc quand ils quittent Sainte-Justine, qu'ils arrivent au CHUM, et qu'ils soient maintenus aussi, qu'on les garde aussi dans le programme, parce que c'est sûr qu'en termes de cohorte, si on veut qu'elle soit représentative aussi, c'est important qu'on arrive à retenir les patients dans notre cohorte. Donc, au retour de mon fellowship, la priorité, donc, c'était de bâtir la clinique de transition. Je suis membre associée à Sainte-Justine, donc ça a aidé. Et on a commencé par une transition surtout médicale avec un aspect un peu psychologique aussi, comme je vais vous expliquer. Donc, les jeunes de 16 à 18 ans avec maladie falciforme, j'ai commencé à les voir en alternance avec mes collègues Dr Pastor, Dr Robitaille, pour faire connaissance. Et je suis allée rencontrer l'équipe de psychologie aussi, Dr Desjardins et Dr Sultan, qui venaient de valider un outil de transition, donc la TRAC, et qu'on a rapidement intégré dans la clinique, ce qui nous permettait finalement de voir le degré de préparation des jeunes, puis aborder différents sujets. Donc, avec ça, à 18 ans, les patients sont transférés au CHUM et on continue à utiliser la TRAC parce que finalement, c'est très arbitraire, 18 ans, et on se rend compte qu'il y a quand même une période de plusieurs années où les patients continuent à acquérir l'autonomie. Et quand j'ai présenté tout ça à mon équipe multidisciplinaire du CHUM, ils ont été emballés. Donc ici, notre équipe infirmière et Barbara Fritz, notre travailleuse sociale. Et au fond, ils ont été tellement enthousiastes. Donc, Nancy Mantingel, Yassine Famé, Jacques Bergeron ont commencé à m'accompagner, au fait, dès 2021 à Sainte-Justine pour aller rencontrer les jeunes. Et donc là, on a vraiment une transition biopsychosociale avec nos infirmiers qui font de l'enseignement orienté par rapport à la TRAC. Et vers
juste avant leurs 18 ans, avec l'Association d'anémie falciforme, il y a des ateliers auxquels les jeunes ont accès et il y a déjà une visite du CHUM. Puis on est très fiers de voir que ça commence déjà à avoir un impact finalement sur le succès de nos transferts. Donc, c'est seulement en 2021 donc, donc, on a évalué en 2021, puis on voit déjà que la proportion des chèques de transfert a diminué par rapport aux années précédentes. Donc, on va voir comment ça va se maintenir dans le temps. Alors, une fois les patients bien arrivés au CHUM, au fait, c'est là que vraiment la prise en charge commence. Une des offres de services qu'on a, c'est la clinique surspécialisée neurofalciforme. Mais celle-ci, finalement, est vraiment ouverte à tous les patients avec maladie falciforme. On leur offre une évaluation systématique et complète des complications neurologiques. Alors, ici, notre équipe de neurologues, Olena Beresniakova, Grégory Jacquin et Christian Staff, donc, qui viennent en alternance une fois par semaine pour rencontrer nos patients. On a aussi Valérie Fraile, qui est notre neuropsychologue. Et donc, en une visite, le patient a accès à ces différents experts. Il y a aussi un accès au service diagnostic par Doppler transcranien le même jour. Et il rencontre notre équipe infirmière qui offre finalement un counseling personnalisé sur les habitudes de vie et comment éviter les complications neurovasculaires. Alors, cette clinique, un des avantages aussi, c'est que comme c'était un suivi moins intense en termes de volume, ça nous a permis de tester notre formulaire de consentement et la participation à la biobanque avant de la déployer finalement à l'ensemble de la cohorte. Alors, voici le formulaire de consentement dont nous sommes très fiers. Au fait, j'ai eu beaucoup d'aide du côté de l'URCO avec William Bilcaï qui a aidé à faire cheminer le formulaire de consentement et Dr Messmasson qui a été de grands conseils. Alors, c'est un formulaire de consentement pour la biobanque, pour le registre, mais qui est monté de telle sorte que toute personne qui est intéressée à la maladie falciforme peut participer. Donc, à long terme, ça nous permettra de recruter des personnes avec le trait falciforme, la fratrie, des personnes saines ou d'autres maladies des globules rouges, donc pour vraiment enrichir la cohorte et la biobanque. Alors, si on regarde de plus près ce consentement-là, le patient nous autorise donc à utiliser des spécimens biologiques, donc s'il reste du sang ou des spécimens lors des prélèvements de routine, mais il peut aussi choisir de nous donner la permission de faire des prélèvements additionnels. Évidemment, à chaque fois, on l'informe de la raison et il peut accepter ou refuser. Le patient nous donne aussi accès à son dossier médical et au dossier Santé Québec lorsque celui-là sera disponible. Et il peut choisir, oui ou non, si on peut le contacter pour de l'information additionnelle, des questionnaires de recherche ou d'autres projets de recherche. Et ce qui est très utile, c'est que les patients peuvent choisir de nous fournir l'adresse courriel. Donc, ça, c'est particulièrement pratique pour coordonner les différentes visites de recherche. Alors, en termes de recrutement au registre, au fait, on a commencé vraiment, comme on disait, à petit volume au début dans les cliniques neurofalciformes, donc à peu près une vingtaine de patients par mois. Mais ce qui a vraiment changé la donne et qui a permis au recrutement de décoller, c'est l'arrivée de Constant Kadhazi, donc mon assistant de recherche. À partir de février, il a recruté à peu près 80 à 100 patients par mois et très peu de refus finalement. Il prend le temps de bien expliquer aux patients s'il faut en plusieurs visites. Et à date, on a eu seulement 5 refus. Donc, c'était 3 patients qui attendaient que le formulaire anglais soit disponible. 1 est en réflexion et 1 refuse catégoriquement pour des questions de vie privée. Puis, tous ont accepté de participer à la biobanque, sauf 1 pour des questions religieuses. Alors, ces données de registre, on a commencé à les analyser, mais c'est sûr que c'est quelque chose de dynamique qui continue à être rempli au fur et à mesure. Donc, on peut voir déjà un peu le profil de nos patients. Donc, l'âge médian, 35 ans. Notre plus vieux patient a 69 ans.
On a un peu plus de femmes avec 57%. On a beaucoup de patients SC ou SBêta+, donc 46%, ce qui est une richesse de notre cohorte, contrairement à d'autres cohortes où on est plutôt autour de 20%. Au niveau d'éducation, c'est très variable. Ça va de personnes qui n'ont pas fini leur primaire, d'autres qui ont des PhD. Et on voit qu'il y a une forte présence de facteurs de risque vasculaire dits plus traditionnels qui ne sont pas nécessairement dépistés de façon systématique dans cette cohorte, mais qui devraient l'être. Donc, on voit jusqu'à 20% d'hypertension. Et on a fait une première évaluation au niveau cognitif, puis on voit que dans nos premiers patients, il y avait 36% quand même chez qui on suspecte un trouble cognitif. Alors, l'autre utilité là, de notre registre aussi, ça nous a permis de voir un peu où habitent nos patients, donc avec le code postal. Puis, on voit ici, évidemment, Montréal-Nord très représenté, mais on voit aussi qu'il y a des patients qui viennent quand même de loin pour recevoir des soins au CHUM, donc d'où l'importance de bien intégrer les différentes visites et les visites de recherche pour leur éviter les déplacements et peut-être même aussi d'être un peu novateur là, dans les façons de contacter nos patients. Alors, ce qui s'est greffé à la clinique en plus, mais c'est la biobanque, grâce à la venue aussi de Constant, mais aussi l'aide de l'UIT. Puis là, je dois vraiment remercier très, très chaleureusement Raïma Jamal et Nathalie Etier de l'UIT, parce que le défi, c'est comme chercheur n'ayant pas de laboratoire, c'était très difficile pour moi de bâtir une biobanque. Donc, ce qui a été déterminant, ça a été l'UIT où finalement je paye pour le service de préparation des échantillons et aussi fonds structurant de démarrage de mon service d'hématologie oncologique qui m'a permis d'acheter un congélateur qui se situe à la biobanque institutionnelle du CRCHUM. Alors, les prélèvements sont faits en clinique en même temps que des prélèvements de routine. Ils sont préparés à l'UIT, ensuite envoyés pour congélation à la biobanque. Chaque échantillon a une étiquette avec un code barre et tous ces échantillons, finalement, sont rentrés aussi dans un logiciel qui s'appelle Aptim, qui permet de faire le suivi de tout ça. Alors, pour ce qui est des protocoles pour préparer pour les différents spécimens, je suis allée voir différents experts. Donc, Catherine Larochelle, ici au CRCHUM, dans l'axe neurosciences, qui a développé avec l'équipe de sclérose en plaques, la biobanque de sclérose en plaques. Donc, ça a été très aidant. J'ai eu aussi beaucoup d'aide de la part de Guillaume Lettre, qui est généticien épidémiologiste à l'Institut de cardiologie. Et mon mentor, Pablo Bartolucci, et Marie Cambeau en France, qui m'ont aidé à développer les protocoles pour la congélation des globules rouges. Donc, c'était important pour moi de les impliquer, parce que je voulais être sûre de vraiment faire les choses dans les règles de l'art, mais aussi parce que ce sont des collaborateurs pour les futurs projets de recherche en médecine translationnelle. Donc, je voulais m'assurer que tout soit conforme pour les collaborations futures. Alors, voici à quoi ça ressemble. Donc, nos patients ont des prélèvements de plusieurs tubes. Ça peut atteindre jusqu'à 40 cc. Et puis, pour la phase 1, on s'est concentré sur les globules rouges, l'ADN et le plasma. Tout ça dans le but d'évaluer différents biomarqueurs potentiels. Donc, bon, côté globules rouges, il y a les cellules denses qui vont être évaluées dans la start-up InnovM en France. Côté ADN, la génomique avec Guillaume Lettre et différents marqueurs finalement plasmatiques qui sont en évaluation aussi avec l'équipe de Guillaume Lettre et Dr. Gioa en neurologie et Dr. Larochelle. Pour la deuxième phase, on développe en ce moment le protocole d'extraction des globules blancs. Ça permettra des études de transcriptomique, d'hématopoïèse clonale, puis différentes études fonctionnelles. Donc, l'idée était de bâtir une biobanque finalement qui avait un potentiel de répondre à plusieurs questions de recherche à l'avenir et de collaborer. Pour ce qui est des prélèvements de la biobanque, donc, on a eu un démarrage très rapide et très intense avec proche de 100 prélèvements au mois de mars. On a dû ralentir là, pour atteindre un rythme de croisière qu'on peut soutenir à plus long terme. Donc là, on est plutôt autour de 30 échantillons par mois.
Alors, pour une dernière minute, donc, je vais vous faire un bilan un petit peu de tout ça. Donc, depuis mon retour de fellowship, la priorité, mais c'était de bâtir la clinique de transition. Donc, on a eu 42 transferts qui ont été complétés de Sainte-Justine, ce qui est 198 visites en clinique de transition. Pour la clinique neurofalciforme, donc il y a eu 142 évaluations avec documentation exploitable pour la recherche. On a 324 consentements qui ont été signés, donc plus de 50% de l'accord du CHUM. Et la biobanque, on est déjà à 190 patients prélevés. Donc, plusieurs prix, publications et affiches, organisation de congrès depuis. Et ce qui me rend le plus fière, finalement, c'est vraiment l'équipe que j'ai pu bâtir et les très fortes relations que j'ai eues, que j'ai pu bâtir avec les différents collègues. Puis c'est eux qui m'ont permis de vivre mon congé de maternité en toute sérénité parce qu'ils ont continué à porter les différents projets pendant que j'ai dû m'absenter. Et je leur en suis très, très reconnaissante. Et bien sûr, à mon mari et super papa qui me permet maintenant de me concentrer sur la recherche en toute sérénité. Alors, pourquoi je viens au carrefour de l'innovation? Parce que je viens chercher l'excellent mentorat transdisciplinaire dont j'ai besoin pour vraiment décoller le programme. Donc, Dr Gauvin qui a accepté d'être ma mentor côté méthodologie. Dr Lettre qui est une grande aide du côté médecine translationnelle et Dr Staff côté neurosciences et comment intégrer finalement la recherche clinique à notre vie comme clinicien. Et je pense que c'est un projet idéal pour le Carrefour à cause de son aspect vraiment transdisciplinaire et à l'intersection donc de la recherche clinique, translationnelle et éthique. Je pense aussi que c'est une population très vulnérable qui peut bénéficier de recherche clinique et a besoin donc qu'on fasse décoller le programme. Oui, je vois plusieurs effets structurants pour la cohorte et pour la recherche. Donc, avec la biobanque, avec le registre, d'autres programmes pourront se développer. Et je vois aussi une amélioration continue des soins qui est possible grâce à la recherche. Donc, je remercie vraiment tout le monde qui m'a aidé à travers le parcours. Le service d'hématologie oncologie qui est là depuis le début avec un fonds structurant aussi qui a permis le démarrage et tous les collaborateurs. Puis merci aux partenaires, donc l'Association d'anémie falciforme du Québec, les patients partenaires, service d'hémato, onco ici à Sainte-Justine, le service de neurologie, département de médecine, le Centre intégré de cancérologie, l'unité d'intervention d'innovation thérapeutique, la plateforme de biobanque et le labo Lettres. Alors, merci pour votre écoute et j'ai bien hâte d'entendre vos commentaires, suggestions, questions. Merci, merci beaucoup. Je vois qu'en ligne, il y a des applaudissements qui se font de façon virtuelle et je me joins aux gens pour vous féliciter pour cette présentation qui était claire et dynamique. Alors, j'ai le plaisir d'ouvrir pour les échanges et les discussions. Donc, je vous invite à soit de lever la main ou me faire signe. Nous sommes environ tout près d'une vingtaine en ligne, donc on peut gérer ça de façon un peu moins formelle. Je peux peut-être amorcer. Il y a Quack qui a une question, donc Quack, je te cède la parole. Salut, j'ai attendu un peu, mais bon, je me lance. Écoute, c'était extrêmement stimulant et prometteur là, de voir ce que vous avez réussi à mettre en branle en si peu de temps. On se rend compte que évidemment, je prends mon chapeau de gériatre pour parler, là, mais on dirait que on se rend compte qu'effectivement, les maladies chroniques, avec le temps, elles prennent des couleurs qui débordent de la maladie initiale, puis des fois avec une coloration de la maladie initiale. Puis là, fait que là, je comprends dans ta programmation, il est question de regarder les impacts un peu neurologiques de la chose. Étant gériatre, ma question va être, si on pousse ça un peu plus loin, est-ce que tu avais pensé à regarder un peu tout ce qui était psychiatrique du domaine affectif et après ça du domaine fonctionnel? Parce que j'argumenterais beaucoup que oui, on diagnostique des troubles cognitifs, mais quand vient le temps de les prendre en charge, c'est plus l'aspect fonctionnel qui nous importe. Et comme outcome, tant qu'à construire une banque aussi riche, je me demandais si l'aspect psy et l'aspect
fonctionnelle pouvait être intégrée ou qu'est-ce que tu en pensais? Oui, je pense que c'est très important et je pense qu'on n'a pas encore identifié les meilleurs outils à utiliser. Donc, c'est là aussi de venir chercher l'expertise des différentes personnes. Mais entre autres, pour le dépistage de l'anxiété, il y a le score HADS. Puis il y a différents scores PROMIS aussi pour la dépression. Donc, on peut faire des outils de dépistage d'anxiété et de dépression. Pour ce qui est au niveau fonctionnel, c'est sûr qu'il y a le score NIH, mais peut-être qu'il y aurait quelque chose d'un peu plus détaillé. Après, c'est de trouver juste le bon équilibre de si les questionnaires sont trop longs, est-ce que finalement c'est lourd pour les patients, mais il faudrait trouver donc un outil optimal qui, je ne sais pas, est-ce que vous, en gériatrie, vous avez des outils qu'on pourrait peut-être évaluer puis valider dans cette population-là, plus au niveau fonctionnement social? C'est sûr qu'il y a toujours les AVD à vécu, mais je ne sais même pas si c'est pertinent, mais j'étais juste curieux de. Ouais. Je pense que j'ai aucun doute que ça le sera dans 10-20 ans, là, parce que là, on aura encore plus de recul et on sera plus loin dans la trajectoire d'un certain déclin, là, où là, ça va capter quelque chose, je pense. Merci pour la question, Quoique c'était très intéressant. D'autres questions? Sinon, je vais prendre la possibilité de poser une question. Stéphanie, vous avez évoqué la possibilité de faire de la médecine personnalisée avec cette population. Est-ce que, donc, ma question est de deux ordres. Dans un premier temps, est-ce qu'il y a des expériences qui ont été faites avec la médecine personnalisée dans cette population-là, d'une part? Et peu importe la réponse à la première question, comment vous envisagez la chose et peut-être l'évaluation de l'impact de l'utilisation de la médecine personnalisée? En fait, on est assez pauvre en études interventionnelles en maladies falciformes. Plusieurs études ont échoué, peut-être justement parce que les populations n'étaient pas bien sélectionnées ou finalement les cibles thérapeutiques n'étaient pas les bonnes. Je pense que c'est quelque chose d'embryonnaire, mais la première étape, ça serait de mieux comprendre, à mon avis, les différents clusters ou les différents profils de risque des patients. Mais certainement, il y a des choses qui nous intriguent, même dans une fratrie, même des jumeaux identiques, certains vont avoir des profils différents. Donc, je pense qu'il y a une opportunité à ce niveau-là et les gens se posent des questions. Il y a différents scores qui ont été testés, mais il n'y en a aucun encore qui prédit bien les complications. Donc, oui, on reste encore à une étape où on applique le même traitement à tout le monde, ce qui n'est peut-être pas la façon optimale de faire les choses. Excellent, c'est intéressant parce que c'est assez impressionnant, je pense, ce que vous avez réussi à rassembler dans une période de temps qui est assez courte. Là, donc, félicitations pour ça, mais peut-être que compte tenu des échantillons qui sont d'une taille plus petite, quand on parle souvent de population, il y a peut-être lieu d'explorer des devis expérimentaux et quasi-expérimentaux alternatifs, et on aura certainement l'occasion de parler de cet enjeu-là. Alors, peut-être d'autres, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que moi, je suis comme un moulin à questions, donc je peux en poser d'autres, mais je vais laisser l'opportunité aux gens d'en poser d'autres. Lise, on a des commentaires et une question dans le chat. Merci. Alors, donc, un commentaire. Donc, Quack qui nous indique qu'il avait la même question sur la personnalisation. Le groupe de neurovasculaire a dû quitter la salle parce que j'imagine qu'il y avait un conflit d'horaire. Et ensuite, de Edo Koji, et si vous voulez, vous pouvez prendre la parole, mais je me permets de dire merci pour la présentation. On sait que dans les régions géographiques d'Afrique, beaucoup d'hétérozygotes AS et AC sont symptomatiques. Est-ce que vous pensez élargir vos bases de données aux hétérozygotes? Alors, c'est un grand sujet, les hétérozygotes symptomatiques. Je pense qu'il faut les définir aussi, si on parle vraiment, est-ce que c'est des hétérozygotes composites? Parce que des fois, il y a une confusion au niveau du langage. Donc, si on parle vraiment d'un hétérozygote qui est juste
porteurs, donc soit AC ou AS, ils ne devraient pas être symptomatiques, mais j'ai régulièrement des patients qui arrivent, par exemple du Bénin ou différents pays, qui sont symptomatiques. Puis quand on fait un bilan étendu, on se rend compte qu'ils ont un déficit en G6PD, ils font des crises d'hémolyse, donc ils ont une autre condition. Mais à travers tout ça, il me reste une poignée de patients qui sont des vrais hétérozygotes, des porteurs symptomatiques. Et ça, c'est des patients qui peuvent avoir d'autres mutations qui interagissent. Et à ce moment-là, ça, c'est des patients qui ont besoin de séquençage génétique plus étendu. Donc, c'est sûr que ce type de biobanque et de base de données va permettre de les inclure aussi. Mais ça reste quand même une rareté. Puis je pense que dans plusieurs pays, en fait, quand on pousse plus loin le diagnostic, on trouve généralement une explication pour les crises de douleur. L'autre chose aussi, c'est quand on fait l'histoire, ça peut être des crises de palud répétées ou différentes choses. Donc les vrais symptomatiques porteurs sont extrêmement rares. Excellent, merci. Il y a un nouveau message, donc je me permets de le lire. Donc, merci beaucoup là, pour la réponse. Donc, c'est super. Est-ce que je peux me permettre de poser une autre? Ah, il y a Nuit. À vous la parole, peut-être ouvrir. Allez-y, on vous écoute. On vous voit Oui, juste le haut du visage, hein. Si vous pouviez baisser c'est votre moi. caméra. Voilà, c'est mieux. Ça, c'est mieux. OK. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Et puis, le sujet est assez pertinent. Je pense que je vais définitivement noter ce sujet parmi les projets qui vont faire l'objet du guide de bonne pratique en matière de DI, là, parce que on voit là un sujet qui touche vraiment toute la population. J'ai entendu que c'est une maladie très répandue au niveau mondial et aussi au niveau de la population canadienne. Donc là, on va avoir une richesse. Et c'est ce qu'on dit souvent, le DI, ça concerne tout le monde et puis la santé, ça concerne tout le monde. Donc, on a là une belle étude. J'ai bien aimé le critère âge qui est mis en avant au niveau des enfants et des adultes. Et puis, j'étais un peu sur ma soif quand j'ai vu à la fin la caractérisation du registre avec des facteurs sociaux par rapport au sexe et éducation. Dit, OK, tiens, il y a un nouveau facteur parce que c'est ça qui est intéressant. Dans la présentation, on n'a pas vu ça très tôt, le lien entre le sexe et le genre et puis les AVC, les graphes qu'on voyait, on voyait des données sur l'âge, mais on sait bien qu'il y a un impact différencié par rapport au sexe. Et c'est intéressant de voir est-ce que on met en avant le sexe ou on met en avant le genre. C'est une question qui peut être discutée, qu'on peut se discuter. Là, vous pouvez me contacter pour d'autres discussions. Aussi, le handicap dans certains pays, les AVC sont la première cause du handicap dans certains pays. Donc, est-ce qu'il y a cette ouverture-là pour inclure des personnes en situation de handicap, pour faire un lien avec le handicap dans le travail? Vous avez parlé des pays d'Afrique subsaharienne. Oui, est-ce qu'il y a cette possibilité-là de caractériser aussi les patients ou les patientes par rapport à l'origine géographique? Euh, bon, je m'arrête là pour l'heure, mais en tout cas, je trouve que vous avez là une richesse qui va faire jaser du monde, qui risque de finir dans des lancettes si ce n'est pas encore passé par là, parce qu'on sera là pour accompagner dans cette démarche-là. Merci beaucoup. Merci, Nia Nui, qui est nouvellement arrivée au Centre de recherche du CHUM comme responsable du dossier EDI. Alors, merci pour la question. Stéphanie, une réponse? Oui, ben, au fait, ben, merci pour tous vos commentaires et j'en prends note. Et en effet, je pense que l'aspect handicap est très important à mettre de l'avant. Et ça revient aussi aux commentaires de Kwok par rapport à l'évaluation fonctionnelle parce que c'est des patients qui restent sans ressources. Finalement, souvent, on ne sait pas trop où les diriger. Donc, notre travailleuse sociale cherche toutes sortes de moyens. Puis, pour ce qui est de la richesse, au fait, des données du registre, au fait, au niveau de l'origine géographique des patients et l'histoire migratoire, nos infirmiers ont une fiche standardisée, au fait, où ils prennent en note ces choses-là.
Ils évaluent aussi finalement où a été fait où est-ce qu'ils ont été à l'école, quand est-ce qu'ils sont arrivés au Canada, le nombre de langues qu'ils parlent aussi, parce que c'est assez surprenant. On a des patients qui parlent 8 langues. Alors, peut-être que la performance au test MOCA n'est pas excellente, mais la personne devant nous parle 8 langues et a fait un parcours migratoire assez extraordinaire. Donc, je pense qu'il y a ces subtilités-là aussi qui sont pas faciles à analyser, au fait, à agréger. Donc, ça, c'est aussi ce genre de choses que peut-être on pourrait discuter comment aller évaluer ces choses-là. Excellent, merci. Merci beaucoup. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je me permets une question tout à fait ouverte. Au centre de recherche comme au CHUM, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites autour des partenariats avec les patients. Et je me demandais si vous songiez à intégrer des patients partenaires dans le cadre de ces projets-là et de quelle façon? Oui, absolument. Donc, au fait, ils sont déjà intégrés à plusieurs niveaux. Au niveau du programme transition, en fait, je co-supervise une étudiante à la maîtrise, puis il y a déjà 2 patients partenaires qui ont été identifiés, dont une au CHUM, puis une à Sainte-Justine. Et après ça, là, j'ai fait les démarches aussi pour avoir quelque chose de plus formel là, avec la trame, puis le document pour, dans les rédactions de bourse, puis tout au cours des développements de projets, d'avoir vraiment, de faire ça de façon intégrée. Oui, absolument. Puis l'autre chose aussi, notre partenaire, c'est l'Association d'anémie falciforme et le président Wilson Sanon, finalement, qui a participé au développement du centre intégré, mais à qui aussi j'ai montré le formulaire de consentement. Donc, il est bien au courant, puis quand les patients l'appellent, ils peuvent aussi dire oui, oui, c'est super ce que font Dr Forte et son équipe, tout ça. Donc, on a une vision de les intégrer, au fait, à toutes les étapes. Excellent, merci beaucoup. Alors, il me reste à vous dire un très gros merci pour la très belle présentation et les échanges qui ont été très stimulants. Je mentionne aussi que plusieurs personnes vous disent un grand merci pour la qualité de la présentation. Alors, pour celles et ceux qui voudraient partager des informations avec les collègues, l'enregistrement sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube du Centre de recherche du CHUM. Alors, n'hésitez pas à partager cette information-là. C'est de la recherche qui est tout à fait stimulante et importante. Alors, merci beaucoup et bon après-midi à tous.